3 innocents tués par le Mossad. En 1972, il y a une prise d'otage des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques. 11 athlètes israéliens vont être tués. Cet attentat sera revendiqué par une organisation criminelle qu'on appelle Septembre Noir, dont le leader est Ali Hassan Salamé. Le Mossad, ils vont tout faire pour le retrouver et pour l'éliminer pour venger la mort des 11 athlètes. Il va être suivi par le Mossad jusqu'en Norvège à l'île Hammer où il est censé rencontrer Ali Hassan Salamé. Les agents du Mossad, ils suivent Kamal et à un moment donné, ils le voient parler avec un homme qui ressemble, qui est certainement Ali Hassan Salamé. Le Mossad, quand il apprend la présence de Ali Hassan en Norvège, il envoie 15 agents pour l'assassiner. Les 15 agents israéliens, ils se rendent en Norvège et ils suivent Ali Hassan qui sort d'un cinéma avec sa femme et sa fille. Au moment de rentrer chez lui, il y a une voiture qui arrive à son niveau et qui va lui tirer 13 balles. Il va mourir sur le coup. Et les agents vont se sauver. Le gros problème, c'est que c'est pas le leader de Septembre Noir, Ali Hassan Salamé, qui viennent de tuer. C'est un simple serveur marocain qui était marié avec une Norvégienne, mais qui ressemblait un peu à Ali Hassan. Et le pire, c'est qu'ils ont tué ce simple serveur devant sa femme et sa fille. Les autorités norvégiennes, elles grognent, elles sont pas du tout contentes. 6 agents israéliens vont être arrêtés. D'abord, ils vont en arrêter 2. Ils vont les questionner et les 2 vont donner la planque pour les 4 autres. Sur les 15, il n'y en a que 6 qui vont être arrêtés, 9 vont s'échapper. La réputation du Mossad après cette histoire sera très entachée et Israël devra payer une pension pour la femme de ce pauvre serveur, Ahmed Bouchiki. La deuxième personne innocente tuée par le Mossad, c'est un Égyptien qui est né en 1932 et qui s'appelle Yahya El-Mechad. En 1952, il termine ses études d'ingénieur en Égypte et il part en direction l'URSS en 1956 pour terminer un doctorat en énergie nucléaire. Il va rester 6 ans en URSS puis va rentrer en Égypte pour développer le programme nucléaire. C'est un chercheur-ingénieur qui va travailler dans l'agence égyptienne d'énergie atomique. Je vous rappelle que c'est une période où Israël et l'Égypte sont en pleine période de guerre. Il ne faut pas pour Israël que l'Égypte ait la bombe atomique. En 1967, l'Égypte perd contre Israël la guerre des 6 jours. Et donc le programme d'énergie atomique, il est totalement arrêté. Yahya El-Message, il doit trouver du travail. Ce nouveau travail, il va le retrouver dans l'Irak de Saddam Hussein, où il va être leader du programme irakien. Et il va même superviser la coopération entre la France et l'Irak, concernant le programme nucléaire. En 1980, Yahya El-Mechad, il va refuser plusieurs envois d'uranium faits par la France. Parce que selon lui, les envois d'uranium que fait la France ne respectent pas les conditions du contrat. La France, quand elle apprend qu'il a refusé plusieurs envois, elle va l'inviter en personne pour qu'il vienne vérifier lui-même dans les usines les cargaisons d'uranium. Et c'est donc en juin que Yahya El-Mechad, il va en France pour vérifier les cargaisons d'uranium. Et c'est le 14 juin 1980 que les autorités françaises vont faire une découverte macabre dans une chambre d'hôtel du Méridien. Ils découvrent le corps de Yahya El-Mechad, la gorge tranchée, avec plusieurs coups de couteau. Les autorités françaises, déjà, ils vont pas être contents parce que ça détruit un peu le business et ils vont faire une enquête. Et l'enquête, elle va remonter jusqu'à une prostituée. Et cette prostituée, elle sait des choses. Sauf que cette prostituée-là, elle va être assassinée quelques temps plus tard par une voiture. Et le conducteur de cette voiture, il va prendre la fuite et il va jamais être retrouvé. La France va accuser publiquement le Mossad. Le Mossad va dire que c'est pas lui, évidemment, mais en tout cas que cet assassinat réduit drastiquement l'avancée du programme irakien. La troisième cible du Mossad, c'est Ardeshir Hossenpour. En 62, en Iran, c'est un scientifique nucléaire iranien qui est reconnu. Et il est même expert en électromagnétisme. En 2005, en Iran, il va cofonder le centre de technologie nucléaire qui va booster le programme nucléaire iranien. Et vous imaginez bien qu'en voyant ça, Israël, ils font la gueule. Donc ils appellent le Mossad. Et le 15 janvier 2007, on retrouve mort à son travail Ardeshir Hossenpour. Le problème quand on retrouve son cadavre, c'est qu'on n'est pas capable de dire de quoi il est mort et qui l'a tué. Il y a plein de mystères autour de sa mort. C'est une entreprise de renseignement privée américaine qui s'appelle Stratfor qui va résoudre ce mystère. Ils vont affirmer qu'Ardeshir Hossenpour, c'est une cible de longue date du Mossad. Ça fait longtemps qu'ils veulent le tuer. Et que là, ils ont réussi et qu'il a été empoisonné par une substance radioactive. Cette stratégie d'Israël de la défense, c'est l'attaque et donc de tuer pour ne pas être tué, elle est sur le court terme extrêmement efficace parce qu'elle permet de ralentir les programmes nucléaires des pays hostiles, mais ça permet pas de les arrêter totalement. Et sur le long terme, on sait très bien que la diplomatie reste la meilleure des solutions parce qu'un pays voudra toujours venger la mort de ses scientifiques et malheureusement, le résultat de cette stratégie de meurtre à court terme sera certainement la guerre entre pays à long terme. Aujourd'hui, on peut questionner ces assassinats. Étaient-ils nécessaires? Parce que le régime iranien n'a jamais été aussi proche d'avoir l'arme nucléaire.